Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi-Urbain. J'ai le plaisir de vous convier au Sustainable Architecture Days de l'Archi-Week. Ce sont 6 visites au total de bâtiments durables. Ces visites auront lieu le 12, 13 et 14 novembre prochain. Plus d'informations sur le site de l'Archi-Week. Le quartier Eyvaert, c'est un quartier qui a une longue histoire. C'est un quartier qui était lié aux abattoirs au XIXe siècle. Donc un ensemble de bâtiments industriels liés au traitement de la viande, etc. Puis une fois que les abattoirs ont été déménagés ou leur fonction a été arrêtée, ces bâtiments ont été abandonnés et rachetés par des commerçants de voitures. Là où nous sommes, il y avait un entrepôt entièrement fermé. C'était très anciennement une fabrique de caoutchouc. Et puis là où il y a la grande halle, c'était un commerce de voitures. C'est un projet qui est lié à un contrat de quartier, Petite Seine, et qui avait défini que ceci serait le projet phare qui générerait un ensemble d'autres projets dans le quartier. Il y a eu rachat par la région de cet espace. Et donc l'idée de créer un espace public, ouvert, en intérieur d'îlot, donc ça c'était le gros défi, qui générerait un ensemble d'autres fonctions. Donc dans mon dos il y a la crèche, plus tard il y aura Circus Zonderhanden, donc école de cirque flamande, et sur ma gauche il y a des logements et des ateliers, donc des fonctions qui sont également générées par l'espace public. On a une population extrêmement métissée. On a aussi des familles qui se sont inscrites ici depuis très longtemps. Elles nous ont exprimé combien elles étaient attachées à ce quartier-là. Mais en même temps, il y a eu d'autres personnes qui nous ont évoqué, plutôt des gens qui louent ici parce que les loyers sont encore parmi les moins chers de tout Bruxelles, parce que c'est le seul endroit où c'est encore possible pour eux. Et donc certaines de ces personnes nous ont dit on est plutôt otages de ce quartier, vu qu'on est dans une logique de loyer bas. Donc voilà, tout l'attachement qu'on a eu avec ce quartier, c'était pour répondre à ces besoins, à la fois des gens qui y sont inscrits depuis longtemps et à la fois des gens qui se sentent en passage, je dirais. C'est une structure qui date du début du XXe siècle. Cette halle a vécu tout un ensemble d'affectations et d'usages, en particulier au départ. C'était plutôt le charbon, l'amener du charbon depuis Charleroi jusqu'à ici. Et puis après, ça a été plutôt un entrepôt de matériaux. Et donc le pont roulant était un outil pour véhiculer depuis les péniches à l'intérieur de l'îlot les matériaux. C'est une structure qui est merveilleuse. Elle va à la plus simple expression pour répondre à son besoin. C'est-à-dire que la partie toiture est extrêmement légère. Et la partie qui doit porter les charges est assez lourde. Et donc on a préservé cette structure en acier, ça n'a pas été une mince affaire. Elle n'est pas protégée, elle n'est pas classée au niveau du patrimoine, mais elle est quand même dans le répertoire, en particulier grâce et à cause de ces deux grues qui vont jusqu'au-dessus du canal. Ça a été un défi de préserver cette charpente, parce qu'en fait, la toiture ne peut porter que 15 kg au mètre carré. Aujourd'hui, on est dans des logiques où on s'interroge, est-ce qu'on peut mettre des panneaux solaires, récupérer l'énergie du soleil grâce à ça. Il y a un flanc qui est très bien exposé. On est dans la logique aussi où on a dû atténuer les problèmes acoustiques, c'est-à-dire que comme c'est un espace public couvert, il y a un effet de résonance potentielle au moment où il y a des événements, de la musique, etc. Le pont roulant en particulier, c'était ça qu'on voulait remettre en route. Dans une idée de scénographie, c'est avoir l'occasion de porter quelque chose à un moment d'un spectacle et puis l'amener dans le canal. Malheureusement, je dirais qu'on n'a pas été vraiment aidé dans une logique de collaboration. On avait envie d'ailleurs de fonctionner avec l'école des métiers qui est ici tout près pour la restauration de ce patrimoine industriel, également avec la fonderie. On avait toutes ces expertises-là qui s'étaient mises autour du projet pour parvenir à remettre ça en route. Et puis finalement, le pont roulant est toujours là, il est propre, il est nickel,
Il est protégé au niveau rouille et destruction, mais il ne fonctionne plus, quoi. Ça, c'est dommage. Sachant qu'on ne pouvait pas récupérer énormément en matière d'énergie sur le grand espace, on le fait sur la crèche, on a un ensemble de panneaux solaires et tout l'équilibre énergétique est lié à cela. Sur l'espace public, en fait, la concentration a été faite sur l'eau, la récupération de l'eau, comment on traite l'eau, et essayer de profiter du projet pour parvenir à sensibiliser les populations et les autorités sur ce traitement de l'eau. Donc il y a deux enjeux, c'est d'une part ce qui se passe à partir des toitures. Donc comment on récupère cette eau? Donc elle est récupérée par plusieurs citernes, et entre autres des citernes qui sont dans l'espace public, qu'on a un peu scénographié également pour pouvoir être pédagogique auprès des enfants, des adultes sur la récupération de l'eau. Ces citernes permettent d'alimenter une œuvre d'art du collectif OK. Et également, à partir des toitures, l'eau est récupérée, le trop-plein je dirais, est envoyé dans le canal, dans une idée que le canal pourrait un jour être propre, recevoir que de l'eau propre et faire en sorte que ce soit un véritable cours d'eau apprécié par tout le monde. Pour toute la partie qui n'est pas couverte, on a une logique de réinjecter l'eau dans la nappe phréatique, parce qu'on sait combien les nappes sont en train de souffrir. Et donc toutes les plantations que l'on voit ici sont des plantations qui jouent avec la présence de l'eau, une forte présence de l'eau dans le sol. Ce sont en particulier ici autour de nous, ce sont des saules. Ici on est dans la partie sport, jeu, plutôt pour les adolescents et adultes. Et derrière la butte, c'est plutôt pour les très petits enfants. Hein. Ça va depuis 1 an et demi jusqu'à 3-4 ans, quoi. Donc c'est bien, au moment de l'ouverture, c'était très gai de voir combien les enfants s'approprient l'espace immédiatement, en sentant combien il y a des zones plutôt pour les plus jeunes et des zones plutôt pour les plus grands, quoi. Pour la seconde partie de cette émission, je vous propose de nous rendre au cœur de Bruxelles pour découvrir le projet Marnix en compagnie des architectes du bureau A2M. On est ici dans une rénovation d'un bâtiment iconique qui est unique en Belgique, qui est la seule œuvre du bureau américain Skidmore, Owings & Merrill. Le bâtiment a été fait en 2 phases. En 1964, la toute première phase, la phase historique, et puis il a été rénové et agrandi en 89. ING a décidé de lancer un concours en 2020 pour rénover son siège. ING avait vraiment l'ambition de pouvoir réutiliser un maximum de matériaux ou d'équipements dans le bâtiment. C'est par exemple le cas pour les groupes de secours qui sont complètement réutilisés, des appareils sanitaires qui ont été démontés, stockés et qui seront réutilisés aussi. Rotor a fait un inventaire des matériaux existants dans le bâtiment. Certains matériaux qui ne pouvaient pas être utilisés vont essayer de renvoyer vers des filières de recyclage. C'est notamment le cas des dalles de tapis où la matière première va être retravaillée pour refabriquer des nouvelles dalles de tapis dans une approche cradle to cradle. Les nouveaux matériaux implémentés dans le projet suivent aussi une démarche durable et circulaire. Chaque choix de matériaux est fait de façon à privilégier les matières biosourcées et aussi la circularité, la démontabilité, tant au niveau de l'adaptabilité des espaces qu'au niveau de la mise en œuvre réelle des matériaux, c'est-à-dire qu'on va utiliser plutôt des fixations mécaniques ou des systèmes qui peuvent être redémontés pour être réutilisés ailleurs par après. On a proposé dans ce concours international de dire on va respecter l'ancien bâtiment et on va travailler tout le bâtiment par l'intérieur et le mener vers des performances qui n'ont jamais été atteintes pour des bâtiments historiques. Grâce à l'optimisation de l'enveloppe, au choix des matériaux qui sont à chaque fois le plus durables possible et à l'optimisation des techniques, on arrive à réduire les émissions de CO2 de 75% par rapport aux bâtiments existants. Ils ont reculé leur bâtiment par rapport aux limites du terrain et on a toute une place dont profite toute la ville depuis 60 ans. On a dit on va prolonger cette histoire, au lieu de garder le rond-point qui était le tout à la voiture, qui est typique des années 90 et 80, on va refaire en fait un gigantesque duplex ouvert à tout le monde. Les œuvres d'art seront de nouveau accessibles. Des percements ont été créés dans Marnix 3, qui est donc le bâtiment qui connecte les deux autres ailes. Ces interventions respectent le bâtiment existant dans le sens où elles ne vont pas changer le look extérieur et pourtant c'est des interventions qui sont majeures au niveau de notre projet architectural parce qu'elles vont vraiment générer une nouvelle colonne vertébrale pour le projet qui connecte tous les espaces et qui sert de catalyseur, qui va générer à la fois des échanges entre les occupants et aussi favoriser la circulation douce, donc de plutôt utiliser ces gradins et ces escaliers entre les différents étages plutôt que d'aller directement vers les ascenseurs.
Pour la gestion de l'eau, on récolte la totalité des eaux de pluie des toitures. On la stocke dans un réservoir construit sur mesure au niveau -6 qui a une capacité de 200 mètres cubes et ça permet d'alimenter la totalité des sanitaires, l'arrosage des abords et l'eau de pulvérisation des tours de refroidissement. Le choix des isolants est étudié de façon détaillée pour répondre à chaque situation. Pour l'isolation par l'intérieur, on va privilégier des matériaux biosourcés qui permettent un bon comportement hygrothermique. Mais dans d'autres zones, notamment des surfaces horizontales où on a peu d'épaisseur disponible, on a par exemple utilisé des isolants sous vide qui permettent d'avoir une très grande performance tout en étant ultra minces. La structure du bâtiment en elle-même génère aussi pas mal de contraintes parce qu'on a des colonnes qui sont portantes à l'extérieur et donc forcément les dalles continuent de l'intérieur vers l'extérieur et ça génère des kilomètres de pont thermique. Donc par rapport à tout ça, de nouveau, chaque détail a été étudié pour apporter la solution la plus pertinente. Un produit hydrofuge et photocatalyseur qui est incolore est appliqué sur toutes les façades. Ce produit, grâce à sa composition et à une réaction chimique avec les rayons ultraviolets, va permettre de capter les polluants présents dans l'air. Et notamment, il est très efficace au niveau des NOx, qui sont les polluants qui sont émis par les moteurs des voitures et donc qui sont très présents dans les artères qui entourent le bâtiment. Donc ça va vraiment permettre de dépolluer aussi l'environnement à proximité du projet. Nous allons en rester là pour cette émission. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux reportages d'architecture. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.